Nous sommes tous coupables enfin, théoriquement, si on croit à cette dinguerie qu'est la responsabilité par le sang, ça veut dire que l'humanité ne connaîtra jamais la paix. Eh bien alors on est tous coupables de quelque chose. Les Kurdes qu'on aime tant n'ont-ils pas massacré les Arméniens? Eh oui. Jusque dans les ghettos, il y avait des Judenrat. L'humanité peut être atroce. Oui, c'est vrai. Ensuite, vous savez pourquoi le système capitaliste a aboli l'esclavage? Tout simplement parce que une partie des gens qui en vivaient se disaient que avoir les obligations que, entre autres, des choses comme le code noir donnait au maître, parce que c'est une rationalisation de la violence lourde, le code noir. Donc Colbert, d'ailleurs, n'est pas l'auteur. Raté. Hein, il n'a pas créé le système des plantations. Il voulait juste que voilà, la puissance à l'époque, c'était d'avoir des comptoirs, et il voulait des comptoirs. Voilà. C'était un homme de son temps, avec les limites de son temps. Et qui a essayé, d'ailleurs le code noir est un édit, hein, il suffit de le lire, de rationaliser la violence, de permettre l'affranchissement dans certains cas, d'éviter les peines de mort. C'était fait pour être moins violent que les us et coutumes, particulièrement ceux des îles britanniques. Mais c'était une rationalisation de la violence. Seule chose qu'à un moment, le système capitaliste s'est dit que de devoir nourrir, loger, esclaves, tout ça, est commencé à être peu rentable. Donc on a laissé la place au salariat. Mais là, je vais reprendre un mot, une notion sur laquelle nous allons travailler bien avec mes camarades du cercle Aristote, qui est celle de l'état servile. En réalité, le système économique capitaliste a tout simplement compris que l'esclavage, c'était has-been. Il fallait donner l'illusion de la liberté, ce qui est infiniment beaucoup plus profitable. Parce que le problème des coups de fouet, c'est qu'il y a des hommes qui face au fouet et qui n'ont que le dos plie, puis il y a des hommes qui se redressent sous les coups. Alors que l'illusion de la liberté me permet de faire de l'individu son propre geôlier. Intéressant. Et que c'est de cet état servile que nous devons tous sortir, par un système économique nouveau, qui ne permette plus jamais la régression esclavagiste. Je rappelle d'ailleurs à ces associations si promptes à demander du pognon qu'il n'y a jamais eu autant d'esclaves qu'aujourd'hui, il y en a près de 200 millions. Mais qui s'intéresse à eux? Voilà. De l'époque très perverse de ce point de vue-là, de la décolonisation, qui a été une autre approche bien plus rentable de l'exploitation. Hein, il faut le comprendre. La colonisation, ça coûte cher, en réalité. Parce qu'il faut une continuité territoriale, une présence militaire, il faut créer des routes, des hôpitaux, des machins. La décolonisation, c'est les intérêts économiques et rien d'autre. C'est plus pratique en plus. Ah oui, c'est plus rentable. C'est plus rentable, ouais. C'est plus rentable quand tu fais un calcul, exactement comme les Américains se sont rendus compte que le salariat était plus rentable que l'esclavage. Oui. Ah oui, bien sûr. Parce que l'esclave, tu es obligé de le nourrir et de le loger gratuitement. Et quand il devient travailleur libre à Chicago, et qu'avant il était esclave dans les plantations du Sud, eh ben, il faut qu'il paye son loyer, et puis qu'il se prenne le chômage et la concurrence. Tu vois, ça c'est pas moi qui le dis, tu lis Iceberg Slim, qui l'explique bien dans ma Black Widow. Voilà, il faut lire, tu vois. Et ça c'est les paradoxes des belles idées et puis de la réalité pratique. Et soudain, derrière les belles idées, il y a une arnaque en termes de réalité pratique. Ça c'est toute l'histoire de l'arnaque politique et des belles idées, dont les spécialistes sont comme par hasard tous nos manipulateurs là, cosmopolites. Ils sont toujours sur les belles idées. D'ailleurs, hier ou avant-hier, il y a un rapport qui a été remis, je crois que c'est dans le cadre de l'Union européenne, sur la gravité de la situation des abeilles.
C'est un rapport maintenant officiel de scientifiques qui montre que c'est extrêmement grave. Les pollinisateurs sont en train de disparaître d'Europe, comme ils ont déjà disparu depuis longtemps du Middle West aux États-Unis et de la Chine. Aujourd'hui, en Chine, on pollinise à la main les arbres fruitiers. Mais pourquoi est-ce qu'on peut le faire? C'est parce qu'on ne paye pas les gens, on les paye à coups de pied dans le derrière. C'est-à-dire que ce sont quasiment des esclaves. Voilà. Voilà Juliette qui nous appelle de Paris. Bonjour Juliette. Oui, bonjour Juliette. Bonjour Monsieur Berkoff et je vous remercie d'inviter Monsieur Lugan parce que je vais vous rejoindre sur un sujet. Je vais vous parler du XVIIe siècle et notamment de Colbert parce que c'est la période que j'étudiais à l'université. Oui. Et alors pourquoi je veux vous dire ça? Parce que hier vous avez dit à votre invité, vous avez essayé tant bien que mal on va dire, de défendre Colbert, mettre même une plaque pour dire qu'il était à l'auteur du Code noir n'a pas de sens parce qu'effectivement on ne juge pas l'histoire en dehors en ne prenant qu'un bout. Pourquoi? Déjà, je fais juste un petit point très vite. La France, au XVIIe siècle, n'a pas la volonté d'avoir des colonies. Au départ, ce sont des entreprises privées, des flibustiers, qui vont commencer à prendre des esclaves aux Portugais, aux Espagnols, et ensuite à conquérir des terres. On a Saint-Christophe, puis on aura la Martinique et la Guadeloupe. Et là, l'État français va intervenir, va réglementer et va vouloir se mettre dans la course des autres puissances d'Europe, ce qui est normal. Hein, c'est tout à fait normal. Et il va y avoir une réglementation, notamment le fameux Code noir. Mais ce n'est pas une volonté, il n'y a d'ailleurs pas de stratégie. Mais pourquoi il faut comprendre Colbert, c'est très important. Parce que Colbert est dans une vision mercantile, on est dans une époque où effectivement la richesse se mesure au stock d'or et d'argent, donc il faut mettre la main dessus, donc face aux autres Européens, et faire du commerce. Et comme le dit Monsieur Lugan, ce commerce était un commerce de luxe. En vérité, il ne rapportait pas grand-chose. C'était quelques familles, et quand on voulait de l'argent, on investissait dans l'emprunt royal, qui était celui de la guerre, parce que Louis XIV a fait beaucoup de guerres, et là, on gagnait. Alors, pourquoi on ne pourrait pas juger Colbert sur cette vision-là? Parce que Colbert, il a cette logique. Lui, il s'est occupé de tas de choses. Il a unifié les marchés, il a créé des fonctionnaires, des normes, etc. On est d'accord, c'est pour ça que je l'ai défendu. Voilà, et puis parce que quand il se met dans cette course de l'esclavage, il est dans la même logique que quand il va créer la navale, parce il va recréer la navale les bateaux français, il va aussi faire l'édit des eaux et forêts pour les bateaux, il va créer les manufactures, donc si vous voulez, c'est toute une logique. Il n'y a pas une logique de vouloir mettre en esclavage, tout est dans cette logique. Tout le développement. Et puis à l'époque, l'esclavage faisait partie et c'est terrible à dire, mais il faut le dire, à l'époque, l'esclavage faisait partie de cette espèce de logique, quoi. Elle était dedans. Et tout le développement de ce que va créer Colbert est dans la même logique de la puissance de l'État. Donc ça, c'est un parmi d'autres. Et juste pour revenir, je fais un dernier petit point, après je laisse la parole, c'est que les sociétés esclavagistes sont très complexes. Au départ, notamment à Saint-Christophe, on envoie des blancs, ce qu'on appelle les engagés, qui sont serviles pendant 3 ans et qui après ont leur liberté. Ce sont aussi les Amérindiens. Mais les Amérindiens meurent beaucoup. Et puis il faut faire des razzias. Alors que la traite en Afrique existe déjà. Donc on va le faire en Afrique après, parce que bon, la fièvre jaune décime. Donc au départ, il y a tout le monde. Et dans le Code noir, d'ailleurs, on ne fait qu'une différence entre les libres et les esclaves, pas entre les noirs et les blancs. Et juste pour finir, la société va devenir de plus en plus créole et il va y avoir des métis et des noirs qui auront des esclaves. Et je rappelle que Toussaint Louverture, après avoir été affranchi, aura des esclaves sur sa plantation de café et gardera des relations avec son ancien maître, le comte de Noé, à qui il renvoyait de l'argent de sa propriété alors qu'il était exilé à Londres après la Révolution. Donc ce sont des sociétés complexes et juger Colbert sur ça n'a pas de sens puisque lui, il est dans une autre logique. Voilà ce que je voulais dire. Et vous l'avez, que Monsieur Lugan, je vous remercie. Merci, vous l'avez bien dit. Oui, Bernard Lugan. C'est parfait. Je n'ai rien à ajouter. L'on sent la formation universitaire et l'on sent les références. Alors, je voudrais simplement dire une chose, c'est que la traite a enrichi des individus, effectivement, en Angleterre, clair, en France, mais elle n'a pas enrichi l'État. Elle n'a pas enrichi l'État. Et lorsque les marxistes disaient, il y a 50 ans, 60 ans, que la révolution industrielle européenne s'était faite grâce au profit de la traite, c'est une imposture scientifique. Parce que l'on a évalué l'introduction du coût et du bénéfice de la traite dans l'économie anglaise, moins de 0,1%. Et je poserai une question qui est très simple. La France, à l'époque, était, avec l'Angleterre, un des grands pays esclavagistes. Or, la France n'a pas fait sa révolution industrielle au XVIIIe siècle.
La France a fait sa révolution industrielle après l'abolition. Oui, au 19e. Et elle ne l'a pas fait à La Rochelle, elle ne l'a pas fait à Bordeaux, elle ne l'a pas fait Au Havre. au Nantes, elle l'a fait dans l'Est, là où il y avait du fer, là où il y avait du charbon. De même, le Portugal, qui contrôlait 50% de la traite, n'a jamais fait sa révolution industrielle. Et il y a 40 ans, ce pays était encore un pays du tiers-monde. En revanche, les pays qui n'ont jamais pratiqué la traite, comme quasiment l'Allemagne, comme la future Tchécoslovaquie, comme la Suède qui l'a quasiment pas pratiquée, la Russie, etc., ont fait leur révolution industrielle. Elles n'ont pas eu besoin de la traite. Alors, soyons un peu logiques. Oui, dissocions les choses. Dissocions les choses. Ont pas, d'accord. Merci. En tout cas, merci à vous et merci aux auditeurs et continuez. Et on se retrouve. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Here's a quote from the famous Jewish historian Jacob Marcus in the Encyclopedia Britannica. He matter-of-factly talks about the Jewish control of commerce in the Middle Ages. Quote, in the Dark Ages, the commerce of Western Europe was largely in his hand, in particular, the slave trade. Not only were Jews the principal slave traders, they had markedly higher per capita holdings of slaves than did non-Jews. Jacob Marcus wrote in the United States Jewry, 1776-1985, page 586, quote, all through the 18th century into the early 19th, Jews in the North were to own black servants. In 1820, over 75% of the Jewish families in Charleston, Richmond, and Savannah owned slaves. Almost 40% of all Jewish householders in the United States owned one slave or more. The actual fact is that even in the South, less than 5% of white people own slaves. Less than 2% of whites own slaves in all of pre-Civil War America, while 40% of Jewish householders own slaves. Now notice how only guilt is ascribed for white people in slavery, even though Jews were 2,000% more likely to own black slaves than was any white Gentile person. Quant à la traite négrière, il faut bien voir qu'il s'agit d'une activité purement économique, liée au marché capitaliste. Il ne s'agit pas d'une entreprise gouvernementale, ni monarchique. L'organisation, la mise en œuvre et les modalités relevaient de compagnies privées. Liverpool devient le port anglais le plus important pour la traite des esclaves. Londres et Bristol ont bien tenté de rivaliser un temps, mais en 1750, Liverpool avait définitivement pris l'avantage. On ne parle pas d'une période de 50 ou de 75 ans, mais de générations entières d'individus, de familles, qui ont construit leur fortune sur l'asservissement d'individus. Thomas Golightly était maire de Liverpool et l'un des marchands de la ville qui commerçait avec l'Afrique. C'était un homme très important, trésorier d'un grand nombre de sociétés, ce qui montre à quel point les habitants de cette ville impliqués dans le commerce triangulaire pouvaient être influents. D'où proviennent les fonds nécessaires à acquérir des navires, des esclaves, etc. Des placements boursiers. On investit son capital dans l'acquisition de titres de compagnie qui font commerce des esclaves, ou dans des banques qui, à leur tour, accordent des prêts à des compagnies négrières. Bref, tout se résume à une course au profit. On ne parle pas ici de haine raciale envers les Africains. Le racisme était alors moins prégnant. Le racisme est la conséquence, et non l'origine de l'esclavage. « 400 ans d'esclavage. Le capitalisme meurtrier. Tout le monde veut sa part du gâteau. » En Israël, nous avons un problème très grave en ce qui concerne la traite de femmes, la traite blanche des femmes.
C'est pas facile à se le dire, mais l'histoire de la traite de femmes dans le monde entier, il y en a trop de juifs qui ont fait métier de ça, qui ont fait business, qui ont fait beaucoup d'argent, qui sont devenus riches. Et ça arrivait en Argentine, aux États-Unis, dans l'Europe occidentale, et en Turquie, et malheureusement en Israël, de ces jours. Je pense qu'il faut cultiver la mémoire émancipatrice, c'est-à-dire la mémoire de la terre, la mémoire du sol. Ici, c'est la France a une mémoire. Vous avez des histoires différentes, c'est très bien. Vous pouvez les cultiver à titre personnel, parce que nous sommes dans une république, donc il y a une division du privé et du public. Mais vous ne venez pas nous donner des leçons sur notre propre histoire. Sinon, il n'y a pas de souci. Hein. Vous êtes malheureux, je le conçois. Si on est malheureux, on s'en va. C'est pour ça que je reste sur une remigration partielle. Point 1. Point 2. La contextualisation aide beaucoup. On va prendre 2 exemples. On va prendre surtout l'exemple de l'esclavage. L'esclavage. Qu'est-ce que l'esclavage ? C'est pour nous une abomination morale. Oui, certes, très bien. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. L'esclavage, c'est une accumulation primaire du capital par le travail gratuit d'autrui, forcé. L'esclavage est lui-même une rationalisation de la violence à la base. C'est-à-dire qu'avant, pour les dettes, parce que les deux principales entrées dans la condition d'esclave, c'est les dettes et les prises de guerre. Avant, les prisonniers de guerre étaient tués et les endettés également. Donc, en leur faisant faire du travail gratuit, il y a une rationalisation de la violence qui est, je sais que ça apparaît bien peu de choses, et je le comprends. Mais il faut bien voir que l'humanité n'a pas toujours vécu dans le coton, n'a pas toujours vécu dans l'ouate, n'a pas toujours vécu dans les plumes, n'a pas toujours vécu dans la douceur. Déjà, de ne pas tuer un homme alors que c'est si facile, techniquement parlant, l'humanité s'est beaucoup posé la question. Cette accumulation primaire, ce travail gratuit, réapparaît à de multiples époques en cas d'accumulation primaire du capital. Toutes les civilisations l'ont fait, aux leurs d'abord, aux autres ensuite. Toute la zone au nord de la Grèce est l'ancienne Esclavonie. Ethniquement, ce sont des gens qui ressemblent aux Albanais d'aujourd'hui. Et c'est les premières terres où l'Antiquité les chassait les esclaves. Les Romains ont des esclaves qui pour beaucoup viennent de Gaule, donc sont des Celtes. L'Égypte a des esclaves, d'ailleurs l'Ancien Testament en raconte l'histoire. Toutes les civilisations en ont eu. Les grands empires africains ont été des empires, comme l'Empire Toucouleur et autres, sont des empires esclavagistes. Alors vous me direz, au fur et à mesure du temps, ce qui était une accumulation primaire est devenu un commerce. C'est très vrai. Mais un commerce, premièrement, qui, comme la colonisation, enrichit des puissances privées. Pour preuve, la plupart des régions de France qui ont pratiqué la traite n'ont pas décollé économiquement. C'est le Nord et l'Est qui ont mené la révolution industrielle française. C'est pas Nantes, c'est pas Bordeaux. Deuxièmement, la condition d'esclave, y compris aux Antilles, a été partagée sur des critères moyens non ratios. Je rappelle que on parle de l'esclavage barbaresque, on commence à en parler, donc près de 3 millions d'Européens, qui avaient pour eux la chance d'avoir entre autres l'Église catholique pour les racheter, mais qui avaient un sort peu enviable,
Et surtout, ce qu'on oublie, c'est les esclaves blancs de Nouvelle-Angleterre, particulièrement les petits-enfants irlandais, qui ont été utilisés de manière systématique et meurtrière pour être les petites mains de la révolution industrielle anglaise. Le sort de ces enfants est atroce. Tout aussi atroce que celui des esclaves de ce qu'on appelait les plantations ou les colonies. Particulièrement ceux qui devaient s'occuper des fumées d'usine, etc., ce qu'on appelait les petits ramoneurs. C'est une histoire peu reluisante, c'est indiscutable. Mais à titre personnel, je suis un fils d'Athéna. Les Grecs nous ont appris que la responsabilité était individuelle et non transmissible. Les fautes des hommes ne rejaillissent pas sur les leurs. Sinon, on va tous se faire... ma famille vient de la paysannerie pauvre. Nous n'avons jamais eu d'esclaves, jamais. Ma famille n'a jamais quitté le Cotentin, sauf la partie Rougeron qui elle était d'Auvergne. Petit artisanat et agriculture pauvre. On n'a jamais rien fait à personne. Mais est-ce que tous les Africains sont descendants d'esclaves? Il y en a une partie qui est descendant d'esclavagistes. Comme disait Christiane Taubira, on n'a pas rappelé les traites arabes, qui sont quand même la traite majoritaire, et surtout celle qui, vu qu'elle n'est toujours pas terminée, qui s'est conclue le plus longtemps, pour ne pas que les Arabes portent le poids, elle l'avait dit dans l'Express, des méfaits des Arabes. Mais ça ne l'a pas dérangé que des gens innocents portent le poids de fautes qu'ils n'ont pas commis. Ça ne l'a pas dérangé. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, comment dire, l'esclavage, parce que il faut bien comprendre que l'esclavage, par exemple, dans un pays comme l'histoire des États-Unis, les colons se révoltent contre les Britanniques, pas uniquement pour des raisons fiscales, parce que la couronne commence à penser à l'abolition de l'esclavage, pour une raison sur laquelle je vais revenir. La guerre de sécession n'a rien à voir avec le statut des esclaves. Lincoln s'en balance des esclaves. Lincoln veut, et ça, des John Quincy Adams, de toute façon, la guerre est enclenchée. Tout le monde sait que les États-Unis n'auront pas deux systèmes économiques, un au nord et un au sud. Et surtout, les nordistes, parce que les sudistes n'ont rien contre le fait d'abolir l'esclavage si on leur en laisse le temps. Ils ont un système agricole libre-échangiste et cotonnier qui demande énormément de main-d'œuvre. Par contre, ils demandent pourquoi il faut continuer à flinguer les Indiens, maintenant que les Français sont partis. Parce que vous n'oubliez jamais, d'abord l'Amérique se libère des Britanniques, ensuite elle fera les French Indian Wars, donc elle va foutre les Français dehors, elle refait la guerre aux Britanniques pendant l'époque du Premier Empire, et maintenant que les Français protecteurs de l'homme rouge, et ça vous pouvez lire les historiens des 500 nations, sont partis, mais on va se les taper. Et ce génocide, parce que là c'est un génocide amérindien, est beaucoup fait par les tuniques bleues et par les cow-boys. Le problème, c'est que les tuniques bleues et les cow-boys relèvent de mythes historiques qui ont été faits par le cinéma. Les cow-boys, alors je mets de côté l'affaire du gang des cow-boys, donc l'affaire Wyatt Earp, Doc Holliday, Pat Garrett, tout ça, je mets ça de côté si vous voulez bien. Le gang, mis à part les gangs, en réalité, le cow-boy, donc le vacher, eh bien souvent n'est pas un WASP. C'est souvent, parfois un Indien, parfois un Mexicain, et souvent un Noir, un Afro-Américain. Et les tuniques bleues qui vont participer activement au génocide sont pour beaucoup des unités afro-américaines. On a utilisé surtout pendant la période de la guerre de sécession des bataillons noirs pour tuer les Indiens. Je vous rappelle que une bonne partie des 500 nations était du côté des sudistes. Le dernier général indien à se rendre,
sudiste à se rendre est un Indien, qui ne veut absolument pas de mal aux Noirs. Il ne veut pas qu'on génocide son peuple. Ce qu'on va faire d'ailleurs. Et si les Indiens n'avaient pas participé à la guerre, ils l'auraient fait quand même. Donc, vous voyez, le problème, c'est que, comme disait un chanteur que j'aime beaucoup, le monde est un tombereau de peine. Et il s'effondre en lambeaux de haine. Et l'histoire, c'est en partie ça. Nous sommes tous coupables théoriquement, si on croit à cette dinguerie qu'est la responsabilité par le sang, ça veut dire que l'humanité ne connaîtra jamais la paix. Eh bien alors on est tous coupables de quelque chose. Les Kurdes qu'on aime tant n'ont-ils pas massacré les Arméniens? Eh oui. Jusque dans les ghettos, il y avait des Yodenrats. L'humanité peut être atroce. Oui, c'est vrai. Ensuite, vous savez pourquoi le système capitaliste a aboli l'esclavage? Tout simplement parce que une partie des gens qui en vivaient se disaient que avoir les obligations que, entre autres, des choses comme le code noir donnait au maître, parce que c'est une rationalisation de la violence lourde, le code noir, dont Colbert d'ailleurs n'est pas l'auteur. Raté. Hein, il n'a pas créé le système des plantations. Il voulait juste que voilà, la puissance à l'époque, c'était d'avoir des comptoirs, et il voulait des comptoirs. Voilà. C'était un homme de son temps, avec les limites de son temps, qui a essayé, d'ailleurs le code noir est un édit, hein, il suffit de le lire, de rationaliser la violence, de permettre l'affranchissement dans certains cas, d'éviter les peines de mort. C'était fait pour être moins violent que les us et coutumes, particulièrement ceux des îles britanniques. Mais c'était une rationalisation de la violence. Seule chose qu'à un moment, le système capitaliste s'est dit que de devoir nourrir, loger, esclaves, tout ça, et commençait à être peu rentable. Donc on a laissé la place au salariat. Mais là, je vais reprendre un mot, une notion sur laquelle nous allons travailler avec mes camarades du cercle Aristote, qui est celle de l'état servile. En réalité, le système économique capitaliste a tout simplement compris que l'esclavage, c'était has-been. Il fallait donner l'illusion de la liberté, ce qui est infiniment beaucoup plus profitable. Parce que le problème des coups de fouet, c'est qu'il y a des hommes qui face au fouet et qui n'ont que le dos plie, puis il y a des hommes qui se redressent sous les coups. Alors que l'illusion de la liberté me permet de faire de l'individu son propre geôlier. Intéressant. Et que c'est de cet état servile que nous devons tous sortir, par un système économique nouveau, qui ne permette plus jamais la régression esclavagiste. Je rappelle d'ailleurs à ces associations si promptes à demander du pognon qu'il n'y a jamais eu autant d'esclaves qu'aujourd'hui, il y en a près de 200 millions. Mais qui s'intéresse à eux? Voilà. Or, à titre personnel, je pense qu'il faut revenir justement à la lutte contre cet état servile. C'était le grand programme de l'économiste gaulliste François Pérou, un grand homme. Nourrir les hommes, soigner les hommes, libérer les esclaves. Cette réflexion, nous devons la faire ensemble. Ou ne pas la faire du tout. C'est pas grave. Mais si c'est le cas, si nous ne le faisons pas, alors nous sommes dans les chaînes, mais nous sommes dans les chaînes auxquelles nous consentons. Et quand on consent à être dans l'état servile, eh bien alors on a l'obligeance de la fermer. Voilà. Je pense que c'est le meilleur moyen d'avoir une mémoire pacifiée, c'est de dire
Un peu à la russe. Vous savez, on ne peut pas jouer sur la culpabilité bolchevique en Russie. Vous savez pourquoi? Parce que l'orthodoxie a toujours professé que les morts sont réconciliés. Et je pense qu'il faut laisser les morts enterrer les morts. Il faut vénérer les hommes pour ce qui est grand en eux. Et Colbert est un géant. Parce que, voilà, c'est l'État moderne, c'est la marine, c'est tant de choses. Et surtout, à nous qui laissons un système économique devenu fou détruire des milliers de vies chaque jour, à nous qui laissons 200 millions d'hommes et de femmes et d'enfants dans les chaînes, on n'a jamais eu autant. Et qui nous battons pour des querelles passées afin d'assurer des rentes futures, croit-on sincèrement que la postérité nous jugera moins sévèrement que vous vous permettez de juger Colbert? Pas sûr. Il ne faut pas s'ériger procureur avec de la rétrospective. C'est commode, mais c'est dangereux. On a souvent dit que l'histoire est un tribunal, c'est pas vrai. Heureusement d'ailleurs. Parce que si l'histoire est morale, elle doit être colorée de morale, alors une lignée n'est pas possible. Alors l'homme, dans sa fonction anthropologique d'héritier, ne peut pas advenir. Nous ne serons pas des nains sur des épaules de géants, vu que nous sommes, là, nous refaisons le péché originel, nous sommes tous coupables par nature, et à titre personnel, je suis trop prométhéen pour me soumettre à ça. On juge les hommes sur ce qu'ils font, pas sur ce qu'ils sont. Et on ne juge pas un homme d'un temps en dehors de son temps. Il faut une probité intellectuelle et morale, et qui n'empêche pas la lignée parce qu'à la fin, c'est la vie qui doit l'emporter.